Polémique à tous les étages. La directrice de cabinet du chef de l'État déclare que les sectes constituent un non-problème. Ce sont des propos totalement irresponsables. D'ailleurs, il suffit d'écouter les victimes des sectes. Il faut la supprimer, cette mission, la renforcer? Bien sûr que non. Je pense que les sectes sont un phénomène préoccupant en France comme en Europe. En mal d'adeptes, en quête de pouvoir et surtout d'argent, les sectes se sont adaptées au marché et à l'économie. Quand on est dans une secte, on est dominé, on est manipulé, on n'a plus de liberté. Secte. Qui se souvient que ce mot n'a pas toujours fait peur et que les dites sectes n'ont pas toujours effrayé l'opinion? Ces religions venant d'Extrême-Orient sont nombreuses aujourd'hui en Occident et elles bénéficient d'une certaine vogue. Monsieur, pourquoi les jeunes ont si facilement adopté ces mouvements orientaux? Il y a un phénomène de crise d'adolescence générale qui prend des formes diverses suivant les temps. Qui se souvient de l'attentat de janvier 1996 contre l'église de l'Unification à Paris? Qui se souvient de ces titres qui cautionnent l'agression et de ces articles qui incitent à la récidive? En bref, attentat à la bombe la nuit dernière contre un immeuble de la rue Daguerre. Qui se souvient de l'indécence et de l'inconséquence des commentaires qui ont accompagné la deuxième bombe de l'année au mois d'août? Qui aujourd'hui comprend tout le sens et les implications de ce mot? Nous avons vu dans les deux premières parties de ce documentaire que la peur des sectes se généralise aujourd'hui à l'ensemble de la société française et se concrétise par des actes graves allant de la diffamation à des assauts de gendarmerie excessifs et des décisions de justice discriminatoires, alors qu'aucune preuve réelle de la dangerosité des dites sectes n'a pu être avancée. Les auditions de la 3e commission d'enquête parlementaire sur les sectes ont été l'occasion de vérifier, chiffres à l'appui, combien la peur était infondée. Nous avons demandé aux inspecteurs d'académie quels étaient, parmi ces enfants en danger, ceux qui l'étaient à cause de mouvements sectaires. Ils nous ont répondu qu'il y en avait 8. Pas plus de 2 dossiers, vous dites. Concernant des dérives sectaires sur des mineurs. Oui. Mais la rumeur est tenace. Elle ne recule qu'à peine devant les évidences pour se reconstruire aussitôt. Qui la nourrit et pourquoi? Comment arrive-t-elle à gagner du terrain dans l'esprit de nos concitoyens? Comment nous influence-t-elle encore, parfois, quand bien même nous la savons injustifiée? C'est avec ces interrogations que s'ouvre cette 3e partie de notre documentaire. L'opinion dite publique se construit aujourd'hui pour une part non négligeable dans l'intimité du salon de chaque citoyen. En tête de notre programme, une émission de grande audience qui, pour la rentrée 2007, a fait 2 millions de téléspectateurs en misant sur les sectes. Le centre d'information et de conseil des nouvelles spiritualités était pressenti par l'équipe de Ça se discute pour participer au show. Une invitation comme nous en recevons régulièrement, en des termes très engageants. Anne Morelli, historienne des religions, spécialiste, entre autres, du rôle des médias dans la société, recevait à la même époque une invitation à la même émission. L'assistante m'avait assuré que c'était une émission de débat. Nous avons de notre côté fait une petite recherche sur Internet, qui nous a menés sur le forum d'un site anti-secte et une autre invitation à la même émission en des termes très différents. Devant la grossièreté de l'hameçon, nous avons, après un court échange, décliné une invitation qui sentait par trop le piège. Anne Morelli, bien qu'assez dubitative sur la sincérité de ses interlocuteurs, décide, elle, de répondre favorablement. À quelques jours de l'émission, on lui apprend que celle-ci sera finalement diffusée en différé et qu'elle devra se plier à certaines consignes. Quand on m'a téléphoné pour me dire que l'émission serait en différé, on m'a dit j'avais oublié de vous dire quelque chose, madame, c'est pour ne leur faire aucune publicité, vous ne pouvez donner le nom d'aucune secte.
Je lui ai dit, tiens, et si je veux parler des jésuites ou des... est-ce que je dois aussi éviter... Ah non, elle dit ça, il n'y a aucun problème. Pour eux, vous pouvez dire leur nom. Mais je dis, c'est pas de la publicité, ça. Non, non, mais pour eux, il n'y a pas de problème. Le 19 septembre, l'émission est finalement diffusée. Bonsoir à tous. Leur évocation suffit à faire trembler tous ceux qui en sont sortis. J'ai eu vraiment l'impression de tomber dans un traquenard. Ils ont effectivement invité les deux types de personnes, mais les personnes victimes de la chasse anti-secte n'ont jamais pu s'exprimer sur ce plateau. Alors c'est tout à fait intéressant de voir comment c'est traité avec une arrogance rare, en reprenant des faits qui dataient parfois d'il y a 25 ans. Les débats ou documentaires sur les sectes ont été produits à des dizaines d'exemplaires ces 20 dernières années. L'apparence du débat quand il s'agit de sectes est donnée par la présence sur le plateau, en proportion infime, de quelques contradicteurs qui, comme Anne Morelli, témoignent en général avoir eu le sentiment d'un guet-apens. Deux exemples pour illustrer l'impossibilité de voir percer une opinion alternative sur ces plateaux. Premier exemple, Maurice Duval, ethnologue, qui a réalisé une étude sur la religion homiste, tente sur le plateau de C'est dans l'air d'affiner un débat très déséquilibré. Qu'est-ce que c'est une secte? Et en réalité, sociologiquement, comme du point de vue juridique d'ailleurs, il n'y a pas de définition rigoureuse de la notion de secte. C'est très simple, c'est ce qui fait du mal à des gens fragiles. Voilà. Ah oui, mais alors là, donc, alors là, on peut... Et ben après, on réunit des professionnels pour essayer d'établir qui, quoi, comment. Alors là, c'est un petit peu vague. C'est une très bonne définition. Parce que si c'est ce qui fait du mal à des gens, mais vous avez plein d'éléments qui font du mal à des gens. Vous savez, Jean-Michel Pagentil, la Shaita fait du mal aux gens en vendant son tabac. Alors est-ce que c'est une secte? Enfin, non, je ne pense pas que nous soyons ici pour... C'est pas correct comme argument. Je ne pense pas que nous soyons ici pour parler de la Shaita, ni même de religion. On est là pour parler de secte. Alors, pardonnez-moi si j'ai l'air d'être un peu un chien dans un jeu de quilles. Il est en réalité pratiquement impossible, dans ces conditions, même avec une certaine maîtrise du verbe et de la rhétorique, d'ouvrir une brèche dans les idées reçues. Excusez-moi, un espace, alors après on y va, on n'y va pas, mais en gros, où on rentre et on sort normalement, et où on ne bloque pas les gens à l'intérieur, hein, parce que jusqu'à alors, le mandarum n'est pas une secte. Il faut savoir de quoi on parle. Mais vous savez, le mandarum n'est pas une secte. Monsieur Gilbert Bourdin, qui était le gourou du mandarum, et je pèse mes mots. Dans ce genre de débat, une vision manichéenne et simpliste est imposée, et l'on est prié de prendre position. Vous ne les défendez pas, les sectes. Oui, bien sûr, je l'attendais, celle-là. Ben oui, mais c'est légitime. Deuxième exemple, Monsieur Labrique, psychothérapeute auquel on avait promis un débat équilibré sur les thérapies alternatives et qui assiste sur le plateau à un lynchage en règle de ses pratiques, avec pour juge et partie les activistes antisectes et la médecine dite conventionnelle. Il est possible de traiter quelqu'un avec des arguments psychologiques sur une maladie comme celle-là? Je vous demande juste votre avis. Oui, mais je crois qu'il est important peut-être de situer l'histoire de la psychosomatique. En fait... non, s'il vous plaît, je voudrais pas que, justement, je voudrais qu'on évite cette théorie parce qu'on va tous s'y perdre. Je crois que les gens connaissent bien maintenant ce que veut dire psychosomatique. Déclaré hors sujet, et ainsi privé de parole, il va voir Jean-Luc Delarue, 3 minutes plus tard, inviter un psychiatre à parler exactement du même sujet. Philippe Jean Parquet, vous êtes professeur de psychiatrie, vous êtes psychiatre vous-même? Oui, tout à fait. Professeur de psychiatrie, donc c'est le haut niveau. Psychiatre, donc c'est un médecin qui, en plus de ça, a fait des études qui ont justement trait à l'influence peut-être de l'esprit sur le corps, pas seulement. Influence de l'esprit sur le corps. La périphrase acrobatique de Jean-Luc Delarue est une définition exacte de la psychosomatique. Philippe Jean Parquet, dont la qualité de membre du conseil d'orientation de la Miviludes n'a pas été mentionnée, disposera lui de toute latitude pour valoriser la psychiatrie et dénigrer les thérapies alternatives. L'iniquité et la dévalorisation subie devant des millions de téléspectateurs représentent une pression psychologique très importante, et les animateurs tels que Jean-Luc Delarue savent en jouer. Oui, une statistique de la JAMA, je ne sais pas si vous connaissez. Allez, il faut qu'on avance, monsieur, on va pas y passer la nuit, oui, je suis absolument confus. Je suis confus. Vous aviez un certain nombre de questions à me poser que vous n'avez pas posées. Je suis désolé, je vais continuer à discuter, monsieur Baudouin, parce que... Madame Gilles ne m'a pas du tout présenté les choses comme ça, mais enfin, bref. Ça fait juste 20 minutes, j'ai l'impression d'être dans un traquenard. Des plus grandes revues médicales américaines, qui est d'ailleurs traduit en français. Faites-le moi court, moi, monsieur Baudouin.
Oui, mais c'est tout de même bizarre qu'avec d'autres, ils peuvent faire un peu plus long, et moi, c'est toujours doit faire court. Je ne peux même pas expliquer le détail, les choses. Ils voulaient que je fasse court. Dis donc, vous avez bien raconté déjà, vous ne trouvez pas? Pas du tout. Je voudrais bien qu'au minute, vous seriez très étonné. Simplement par rapport. Alors là, franchement, vous exagérez. Donc on va regarder un reportage. On va regarder un reportage. Sinon, effectivement, on sera obligé de couper. À côté de ces nouveaux gourous. Oh, écoutez, on va vous regretter. On va vous ouvrir la porte. Merci, Baudouin. La mesure du déséquilibre des débats est donnée en partie par les temps de parole respectifs des antisectes et des porteurs d'une opinion alternative. Ces derniers, dans l'émission Ça se discute du 19 septembre 2007, étaient représentés par Anne Morelli, Baudouin-Labrique et 2 membres de l'Association internationale pour la conscience de Krishna. Ils cumulent à eux 4 14 minutes 30 d'expression contre 1 heure 55 minutes et 30 secondes de discours antisectes, soit 11% contre 89%. Émission C'est dans l'air de janvier 2004, Maurice Duval, seule voix alternative du débat, aura pu parler 10 minutes contre 55 minutes dédiées au discours antisectes, soit 15% contre 85% du temps de l'émission. Quant au dernier mot, il n'est jamais laissé au hasard. Le mouvement des témoins de Jéhovah omniprésent à Paris est-il considéré comme une secte? Oui. Ben voilà, au moins ma réponse était claire. C'est très bien. Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. De quoi sont donc faites concrètement ces émissions, puisque le débat d'idées en est véritablement absent? Principalement de témoignages à charge, et plus précisément celui de dites victimes de sectes. Observons de près quelques séquences dans leur forme et leur contenu. Antoine est présenté par Jean-Luc Delarue comme un ancien adepte, et surtout comme un père qui se bat pour retrouver sa fille, qui serait prisonnière de la secte que lui a quittée. Dans le passage suivant, l'équipe de Ça se discute accompagne Antoine dans son enquête. À Toulon, Antoine va directement frapper chez sa sœur, elle aussi adepte de la communauté. Il est persuadé que sa fille est cachée chez elle. Il y a quelqu'un? La porte ne s'ouvre pas. Pour ces religieux ultra-radicaux, les lois d'enfermement sont plus fortes que les liens du sang. Sa fille continuera à vivre cachée parmi les autres membres. Depuis le reportage, bonne nouvelle, vous avez réussi à revoir votre fille. Depuis le reportage, bonne nouvelle, oui, j'ai réussi à voir ma fille, que je n'ai pas reconnue sur le coup. Mais comment vous l'avez revue? Comment vous avez réussi à la retrouver? Ben, je suis retourné devant chez ma sœur. Et en fait, effectivement, ils n'étaient pas là de la journée et ils sont rentrés le soir. Et donc là, ben, je l'ai vu, quoi. Le reportage et la séquence plateau se suivaient dans l'émission. Le reportage fait croire que Antoine se heurte à un refus forcené d'adeptes repliés chez eux. Sur le plateau, Antoine révèle les faits. Il a tout simplement trouvé une porte fermée pour cause d'absence. Et en fait, effectivement, ils n'étaient pas là de la journée et ils sont rentrés le soir. Porte qui s'est ouverte sans difficulté quelques heures plus tard. Et donc là, ben, je l'ai vu, quoi. On a pu discuter un moment. Ça s'est très bien passé, mais... Auriez-vous vous-même remarqué ce raccourci mensonger? Rien n'est moins sûr, ça n'est d'ailleurs pas au premier visionnage que nous l'avons relevé. Comment nous fait-on avaler de telles couleuvres? Grâce, entre autres, à des techniques de cinéma de plus en plus utilisées dans ce genre d'émission. Démonstration par un professionnel autrefois employé les grandes chaînes. Il faut savoir que quand on fait un montage, on y met toujours une intention. Nous allons faire 2 montages sur la base des mêmes faits énoncés. Alors, premier montage. Mon intention est d'informer, simplement. Un tournage classique, purement narratif. Surtout des plans fixes, pas de transformation des images. On transmet la réalité. Un homme arrive devant une maison et sonne à la porte, il vient voir sa fille. Personne ne répond. On suppose qu'elle est absente et qu'il devra peut-être revenir à un autre moment. Maintenant, on va reprendre la même histoire, mais cette fois-ci avec l'intention de faire croire que sa fille est enfermée, voire séquestrée dans la maison. Plan basculé, caméra portée. Je vais mettre un halo noir autour des images. Cadrage sur les pieds et une musique adaptée. Sans que vous en ayez conscience, les images, la musique vous disent que quelque chose d'anormal se passe ou va se passer. Au moment le plus intense de la séquence, c'est-à-dire quand le protagoniste
frappe à la porte, on met le paquet. Montage rapide, transition criarde. Évocation de la fille qu'il vient voir avec un effet psychédélique. On adhère totalement à un sentiment d'angoisse. Et enfin, un commentaire qui en quelque sorte canalise l'émotion créée, lui offre un exutoire. La porte ne s'ouvre pas. Pour ces religieux ultra-radicaux, les lois d'enfermement sont plus fortes que les liens du sang. Sa fille continuera à vivre cachée parmi les autres membres. Voilà, ce n'est plus du reportage, c'est de la fiction. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, avec toute l'expérience que nous avons maintenant des médias, de la télévision, du cinéma, de croire que la caméra est innocente et que le montage n'existe pas et qu'on peut faire un documentaire objectif sur tel ou tel séminaire, telle ou telle association, alors qu'il est bien évident que tout va dépendre de la manière dont on va montrer les choses et de ce que l'on entend faire passer comme a priori. Sans effets spéciaux, ni musique, ni commentaires orientés, l'histoire d'Antoine et de sa fille pourrait bien se résumer à ceci. Moi j'ai dit que je l'aimais. J'étais très malheureux de l'avoir retourné là-bas, dans cette secte. Et là elle m'a dit, mais papa tu peux pas comprendre, c'est pas une secte. Et je suis heureuse là où je suis. Ça moi j'y crois pas, mais bon. Il est aussi important de faire une mise au point sur la supposée secte dangereuse, la communauté spirituelle caricaturée dans le reportage. Il s'agit en réalité des frères de Plymouth, facilement identifiables, bien qu'ils ne soient hypocritement pas nommés. En France, plus de 1500 membres vivent reclus dans leur maison, isolés du monde et de la vie moderne. En 2005, les services du Premier ministre donnent l'alerte sur les conditions de vie de ses fidèles, et plus particulièrement des enfants. Les dits services de Matignon, ou du Premier ministre, sont en réalité la Miviludes, qui a effectivement dans plusieurs de ses rapports mentionné les frères de Plymouth en tant que groupe à risque. Le chef du bureau des cultes du ministère de l'Intérieur, devant la 3e commission d'enquête parlementaire sur les sectes, a fait une critique argumentée de la politique de la Miviludes en prenant, entre autres exemples, la stigmatisation des frères de Plymouth. Le rapport 2005 de la Miviludes fait réapparaître les frères de Plymouth comme étant susceptibles de dérives sectaires dans l'éducation des enfants. Cela n'est naturellement pas à exclure. Mais encore faut-il étayer le dossier de manière rigoureuse et précise. Or, dans cette affaire, nous sommes une fois de plus dans des formes d'approximation qui peuvent à terme discréditer la nécessaire et légitime action des pouvoirs publics contre les dérives sectaires. Plus précisément, le nouveau dossier à charge est alimenté par 3 éléments qui posent question. Premier élément, les déclarations de l'ancien président de l'AVIF sont mises en valeur alors qu'il a été condamné pour des propos diffamatoires envers les frères de Plymouth par le TG de Lyon le 4 janvier 2005. Deuxième élément, il est indiqué dans le rapport que les frères de Plymouth refusent toute scolarisation publique. Ceci est factuellement inexact et du reste, l'actuel président de l'AVIF a suivi une partie de sa scolarité obligatoire dans l'enseignement public alors qu'il avait expliqué le contraire à la Miviludes. Ajoutons que l'actuel président de l'AVIF, association créée suite à des procédures de divorce litigieuses pour lutter contre les frères de Plymouth, n'est autre que Antoine, de son vrai nom Jean-Philippe Vergnon. Il existe enfin 3 études sociologiques sur les frères de Plymouth, que ni la Miviludes, ni l'équipe de Jean-Luc Delarue n'ont, semble-t-il, pris la peine de consulter. On y apprend que les frères de Plymouth sont implantés en France depuis 150 ans, où ils se sont pacifiquement intégrés dans le tissu social. Brian Wilson, professeur émérite en sociologie à l'université d'Oxford, soulignait que leurs enfants, d'après leurs enseignants non membres du mouvement, se révèlent faciles à enseigner et aussi éveillés et intelligents que la moyenne des enfants de leur âge. La dernière étude en date, celle de Sébastien Fatt, chercheur au CNRS, se conclut en ces termes. Les éléments dont on dispose ne sauraient conduire à une mise en cause collective au nom de l'ordre public. Son appréciation rejoint celle de Brian Wilson et de Blandine Cellini-Pont, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Nous n'émettons pas d'appréciation sur le mode de vie des frères de Plymouth, mais soulignons qu'il s'agit jusqu'à preuve du contraire d'un mouvement respectueux des lois et de la dignité humaine, et que l'histoire d'Antoine et de sa fille se résume dans les faits à une simple divergence d'opinion sur des choix de vie qui peuvent surprendre, mais sont parfaitement légitimes. Le 6 février 2001, Ciel Montmardi était consacré aux sectes, une émission particulièrement agitée et improductive, mais le théâtre d'un moment unique de direct
quand les paroles d'un témoin à charge ont été brutalement remises en question par un homme dans le public. Je connais l'association Ramchandra Mission, qui est une association de Raja Yoga, dont la compagne de monsieur Françoise, n'est-ce pas, est partie avec les enfants à cause des traitements infligés par monsieur. Madame n'est pas dans la secte, n'est pas inscrite dans la secte. Elle est restée 3 mois dans ce cours de méditation. Monsieur, votre rancœur, votre douleur, on la comprend. Mais votre haine, votre femme, elle ne comprend pas. Ouais, ben moi, vos accusations, je ne les accepte pas, monsieur. Moi, je ne les accepte ici pas non plus, publiquement ce monsieur de maltraitance à ses enfants, je ne les accepte pas. Au revoir. Incroyable, c'est un bordel. Monsieur Fenech. L'histoire de Michel Gilbert, contestée sur ce plateau, a été reprise dans plusieurs émissions anti-sectes. L'homme que vous allez voir maintenant a vu sa famille déchirée par une secte. Quand sa femme s'est laissée piéger, elle a fait le vide autour d'elle, elle est partie pour l'étranger en emmenant les enfants et rien ne semble pouvoir la faire revenir. Le responsable de toute cette situation n'est absolument pas la mère de mes enfants, mais c'est un groupe de yoga, une secte hindouiste qui s'appelle Sri Ramchandra Mission. Toujours présenté comme la victime, il est ici filmé en caméra cachée lors d'une rencontre avec son ex-femme. Mais rien ne m'empêche d'amener des bonbons à mes enfants. Tu n'as pas à venir me harceler ici tous les jours. C'est pas du harcèlement. D'habitude, ce n'est pas toi qui viens chercher les enfants. Tu n'as pas à venir ici, tu le sais. Ce que tente de lui rappeler son ex-femme, et ce que nous a confirmé maître Laurent Inker, avocat de la Sri Ramchandra Mission, qui a fini par porter plainte contre Michel Gilbert. 17e chambre correctionnelle, monsieur Michel Gilbert arrive, on lui dit, monsieur, vous avez dit ça, ça et ça, qu'une secte, vous aurez enlevé les enfants, alors quels sont les éléments tangibles que vous avez? En fait, il n'en avait aucun, hein, c'était archi faux, c'était que mensonger. Et derrière nous avions par contre de son ex-femme une décision de justice montrant que c'était un père maltraitant, que ces enfants avaient été confiés par la justice française, par les juges aux affaires familiales à la mère, et que c'est dans ce contexte que les enfants sont partis et ne pouvaient plus voir ce père que dans le cadre d'un point rencontre, comme c'est le cas de tous les enfants maltraités. Michel Gilbert sera alors condamné pour diffamation, condamnation qui sera confirmée en appel. Il s'agit donc d'un divorce mal vécu par l'ex-mari, qui conteste la décision du juge et se refuse à l'appliquer. Quant au rôle attribué par Michel Gilbert à la Sri Ramchandra Mission, il relève véritablement de la fiction, fiction à laquelle les médias donnent corps complaisamment. L'exemple suivant touche véritablement à l'inadmissible, du moins à ce qui ne devrait pouvoir se produire dans un état de droit. Floria a été happée dans la spirale infernale d'une secte d'évangélistes extrémistes. S'il m'avait demandé de me suicider, je l'aurais fait. Pour moi, ma fille était morte. Cette synthèse, diffusée en introduction de l'émission, va se révéler très partiale et très partielle à l'écoute attentive des témoignages. Justement, moi aussi, le fait d'avoir vu la lumière, c'était pour eux une grande chance. Et après coup, maintenant, je me dis que j'aurais préféré ne jamais y avoir accès. Pourquoi? Parce que j'ai vécu le pire en si peu de temps, si loin d'eux, mais j'ai vécu l'enfer. Cette jeune femme ne témoigne au sujet de sa période de contact avec la dite secte d'aucun sévice, ni même de souffrance. Le pire qu'elle vient d'évoquer est advenu en réalité quand elle a voulu quitter le foyer parental et que ses parents s'y sont physiquement opposés alors même qu'elle était majeure. Vous avez eu peur de la perdre, qu'elle parte avec un mouvement à dérive sectaire. Pour quelle raison vous avez eu peur pour elle? Parce qu'elle n'était plus du tout consciente de ce qu'elle faisait. Elle est arrivée un jour en me disant qu'elle était un ange. Je fais l'avocat de madame quelques secondes. Étiez-vous sûr qu'elle n'était pas heureuse? Elle a été heureuse pendant un moment, mais dans l'inconscient. Elle n'était plus dans ce monde réel, elle n'était plus dans la réalité. Il y avait deux solutions où elle partait. À ce moment-là, la famille, c'était fini. Elle partait et on perdait une fille. C'était un choix, on ne l'a pas adopté. Donc à ce moment-là, eh bien, stop, elle était dans sa chambre, on l'a un petit peu aidée à s'endormir un petit peu pour qu'elle se calme, et puis on a verrouillé la chambre, on l'a carrément séquestrée. Pendant plus d'une semaine, les parents de Floria enferment leur fille. Toute la famille se relaie pour imposer à Floria un véritable sevrage. Ils mettaient des cachets dans la bouche. Et au bout d'une semaine, qu'est-ce qui s'est passé?
Au bout d'une semaine, je pense que la menace de l'hôpital psychiatrique l'a fait réagir. Et quand elle a vu qu'il ne l'a... Enfin, nous on lui avait coupé Internet, on lui avait enlevé toutes ses affaires, elle restait dans sa chambre, le cloîtrée. On lui avait tout enlevé dans sa chambre parce qu'elle avait menacé 4 fois de se suicider. Ça va, Florent? Oui. J'écoute. Oui, et... Même si la jeune femme se dit aujourd'hui heureuse de la décision de ses parents, ce qui est décrit là est une séquestration caractérisée avec violence, passible de plusieurs années de prison. Et jusqu'à preuve du contraire, la dite secte, elle, n'a violé aucune loi et n'a bien entendu jamais demandé à quiconque de se suicider. Quant à la jeune fille, elle usait simplement de sa liberté de citoyenne adulte avant l'intervention de ses parents. Ses parents ont eu raison. Floria retrouve peu à peu ses esprits. Mais elle sort de cette période totalement brisée. La journaliste approuve ces actes illégaux. La magistrate présente sur le plateau s'abstient de tout commentaire. Aucun média n'a relevé ce qui caractérise pourtant une incitation à la violence, ni même les spectateurs qui ont commenté et parfois vertement critiqué l'émission sur le forum de la chaîne. Nous n'avons pas les moyens d'analyser chaque cas de supposées dérives sectaires mises en avant par les médias, mais à chaque fois que nous le faisons, nous découvrons au-delà des mensonges et de l'absence patente de preuves le même tableau désolant. Celui de personnes aux souffrances bien réelles, propulsées dans un rôle qui, à long terme, ne peut les servir. Ces adeptes déçus qui se retournent contre leur ancien groupe sont pour ainsi dire la matière première de l'action antisecte, qui met en avant leurs critiques et griefs comme s'ils étaient absolument vrais et représentatifs d'une opinion majoritaire. C'est une face de la réalité, mais il faut évidemment la croiser. En histoire, on croise toujours les témoignages. Vous avez une personne d'un parti, une personne d'un autre parti. Vous pouvez espérer avoir une vision un peu plus balancée. Et dans la question des dites sectes, en fait, on prend systématiquement le point de vue des repentis, comme on dit à propos de ceux qui sont sortis de la mafia, des repentis, des apostats, et systématiquement on néglige le point de vue des gens qui vivent heureux, une spiritualité. Non seulement on ne donne la parole qu'aux anciens membres, mais en plus on fait parmi eux un tri bien loin d'être innocent. Massimo Introvigne, docteur en droit et spécialiste internationalement reconnu de la sociologie des religions, a étudié les opinions des anciens membres français de Nouvelle Acropole, une association régulièrement stigmatisée comme secte par les médias et les rapports parlementaires et que l'on peut considérer comme typique de ce point de vue-là. Ce mouvement est en particulier affublé de l'étiquette raciste ou fasciste, ce qui lui a valu, comme vous pourrez le constater, des agressions particulièrement violentes. Précisons tout d'abord que l'association a une existence tout à fait légale, n'a jamais subi de condamnation, et même qu'aucune plainte n'a jamais été déposée contre elle depuis sa création en 1973, et enfin qu'un contrôle fiscal n'a pu relever aucune irrégularité dans sa comptabilité. Plus précisément, et concernant l'accusation de racisme, l'enquête de Massimo Introvigne révèle que la profession de foi, les déclarations publiques, les écrits de Nouvelle Acropole ne montrent aucune évidence d'un caractère raciste, mais au contraire une dénonciation du racisme. Massimo Introvigne a donc méthodiquement questionné la population des anciens membres. Les résultats sont éloquents. Plus des 3/4 des personnes qui ont quitté Nouvelle Acropole se disent indignées des accusations portées contre leur ancien mouvement par les activistes antisectes et les jugent calomnieuses. À l'encontre des clichés répandus sur les dites sectes, plus de 80% des personnes de son échantillon d'études ne regrettent pas l'argent qu'ils y ont dépensé, et 90% estiment qu'ils n'ont pas fait l'objet de pressions excessives. L'étude révèle que ceux qui gardent rancœur et hostilité à l'encontre du mouvement, ceux que les sociologues nomment les apostats et qui semblent les seuls à intéresser les médias, ne représentent que 10% des anciens membres. Un autre résultat notable. Les 3/4 des apostats estiment que l'ADFI a joué un rôle dans leur décision de quitter le groupe. À la lumière de cette étude, revenons à certains événements de l'année 1996 et à leur couverture médiatique.
En bref, attentat à la bombe la nuit dernière contre un immeuble de la rue Daguerre dans le 14e arrondissement de Paris qui abrite une secte, la Nouvelle Acropole. Le gardien de l'immeuble a été légèrement blessé. La Nouvelle Acropole est un groupuscule sectaire et raciste selon les spécialistes du genre. Si les médias ont intérêt, parce qu'ils font de l'audimat, parce que ça marche, etc., à fabriquer de la peur en ayant pour objet les groupes qu'on appelle sectes, eh bien ils vont le faire et ça va marcher. Les gens vont marcher. Je pourrais développer des tas d'exemples qui le démontrent. À partir du moment où les médias le disent, les gens pensent que c'est vrai. Même si dans l'abstrait, ils savent qu'ils sont roulés dans le faux par ces médias, concrètement, quand ils regardent, ils acquiescent, ils disent oui. Il est peut-être bon de s'interroger à titre personnel sur ce constat. En 30 années de campagne anti-secte, combien de ces abus avons-nous laissé passer ? Combien de mensonges sur les dites sectes sont ainsi allés s'inscrire dans notre mémoire ? Nous sommes tous des maillons potentiels d'une rumeur qui aujourd'hui s'auto-alimente. Personne ne s'est vraiment inquiété dans le village. Disons que jusqu'à présent, ils n'ont pas fait de mal à personne. Oui. Et vous savez que c'est une secte ? Je le sais. Ils en parlent souvent à la télévision. Oui. Alors ils ont dit que c'est la plus mauvaise qu'on a. Le début de l'année 2008 aura été l'occasion de faire un état des lieux de la liberté spirituelle en France. Quelques semaines après le discours de Latran, où le chef de l'État invoquait une laïcité positive, la politique de lutte contre les sectes est directement remise en question suite à des déclarations du ministre de l'Intérieur Michel Alliot-Marie. Dans des entretiens accordés successivement au journal La Croix et aux Parisiens, elle annonce vouloir décomplexer la lutte contre les dérives sectaires et rappelle avec force le principe de la tolérance et du respect de toutes les formes de spiritualité. Des rumeurs courent alors sur une possible suppression de la Miviludes. Mais ce qui mettra véritablement le feu aux poudres et les activistes anti-sectes en émoi, ce sont les déclarations de la directrice de cabinet du président de la République, Emmanuelle Mignon. Dans un entretien à VSD, publié le 20 février 2008, elle déclare que selon elle, les sectes sont un non-problème. La liste de 1995 est scandaleuse. La lutte contre les sectes a longtemps permis de dissimuler les vrais sujets. De tels propos, tenus au sommet de l'État français, sont sans précédent. Quel que soit leur niveau de sincérité, ils auront surtout été l'occasion de mesurer l'extrême réactivité du monde politique français sur le sujet. Polémique à tous les étages. La directrice de cabinet du chef de l'État déclare que les sectes constituent un non-problème. Ce sont des propos totalement irresponsables. D'ailleurs, il suffit d'écouter les victimes des sectes, notamment celles et ceux qui en sont sortis, pour savoir comment fonctionnent les sectes. Et la République française, qui est la République laïque, doit impérativement lutter contre les sectes. Si il s'avérait que Madame Mignon ait pu, en quoi que ce soit, justifier l'existence de sectes, je crois que ça mettrait en cause la présence même de Madame Mignon à l'Élysée. Il n'est pas de la responsabilité, il n'est pas de la légitimité, il n'est pas du mandat de l'État, et encore moins du président de la République, de venir nous dire ce qu'il faut croire. Il faut la supprimer, cette mission, la renforcer ? Bien sûr que non. Je pense que les sectes sont un phénomène préoccupant en France comme en Europe. Je pense à toutes ces familles qui ont eu des enfants, des proches, qui ont été embarqués dans ce sectarisme inacceptable dans les temps modernes. Je vous le dis, moi, maire de Paris, qui ai lutté contre les sectes, je n'accepterai jamais la moindre légèreté. Pour compléter cet aperçu, nous citerons Roland Minrat, archevêque de Dijon, qui déclare qu'il ne faut pas minimiser les sectes, qu'elles ont un comportement criminel, qu'elles manipulent les gens et qu'elles sont à distinguer absolument des religions qui, elles, ont une organisation transparente. Pour finir, signalons le positionnement sans ambivalence du Grand Orient de France, qui déclare son soutien à la liste noire des sectes de 1995 et invite fermement le gouvernement à se positionner à l'opposé des propos prêtés à Emmanuelle Mignon. À noter que plus personne ne prend de pincettes et parle bien de sectes et non de dérives sectaires. Que se passe-t-il alors ? Tandis que les activistes anti-sectes se voient offerts tous les honneurs de la presse, ceux qui ont déclenché la polémique se rétractent ou rentrent promptement dans le rang de l'opinion dominante.
Dans un courrier adressé aux 4 plus grandes associations antisectes françaises, la ministre de l'Intérieur infirme toute rumeur sur la suppression de la Miviludes et affirme que sa préoccupation première sur le sujet est la protection des victimes. Le jour même de la parution de son entretien, Emmanuel Mignon dément ses propos alors que VSD réaffirme leur exactitude et précise les lieux et horaires de l'interview. Madame Mignon sera finalement destituée de son poste quelques mois plus tard. Le lendemain, c'est le président de la République lui-même qui prend la parole. Les activités sectaires sont inacceptables, inadmissibles, et il faut faire preuve de la plus grande fermeté. À la mi-journée, LCI prête son antenne à l'antisectarisme avec ses acteurs traditionnels. Catherine Picard, présidente de l'UNADFI, un avocat spécialiste des sectes, un adepte repenti, et l'incontournable Georges Fenech. J'attends le plus vite possible une clarification du Premier ministre, M. François Fillon. Quelques heures plus tard, le vœu de Georges Fenech est exaucé par le Premier ministre qui déclare que, citons, « la dérive sectaire doit être combattue en France » et qu'il souhaite un renforcement de la Miviludes. L'espoir d'une ouverture sur le sujet aura donc été de courte durée. On peut même dire que cette année 2008 aura vu un soutien politique sans précédent de l'antisectarisme. Le 4 novembre, dans un consensus exceptionnel, est votée une loi de protection des témoins, entendue par une commission d'enquête parlementaire. Ce vote répondait essentiellement à la situation embarrassante pour l'action antisecte de voir plusieurs de leurs témoignages majeurs remis en question par des procédures juridiques. Lorsque j'ai témoigné devant la commission d'enquête parlementaire secte et mineurs qu'a présidé M. Fenech, des poursuites s'en sont suivies tout de suite après. J'ai été attaqué en diffamation. Alors là-dessus, nous avons une proposition de loi du président de l'Assemblée nationale, M. Accoyer, qui veut modifier le fonctionnement des commissions d'enquête pour que les témoins qui soient convoqués par les commissions d'enquête bénéficient de la même immunité que les parlementaires. Moi, je n'ai pas été poursuivi dans ce cadre, puisque j'avais l'immunité. Par contre, Nicolas Jaquette et d'autres personnes qu'on a auditionnées sont actuellement dans les tribunaux et doivent prendre en charge leurs frais d'avocat, ce qui est quand même très compliqué. À qui donc est destinée l'immunité que défend si vigoureusement M. Fenech? Nous retrouvons, aux côtés de Nicolas Jaquette, parmi la dizaine de dites victimes de sectes auditionnées en 2006, Antoine, de son vrai nom Jean-Philippe Vergnon, et Michel Gilbert. Michel Gilbert a été réentendu par M. Fenech lors de la 3e commission parlementaire sur les enfants, il y a 1 an, et a redit exactement la même chose. Comme quoi, M. Fenech, qui présidait cette fois-ci cette commission, s'en foutait complètement de ce qu'avait fait la 17e chambre en nommant cette personne délinquante, en disant que ce qu'il fait était mensonger, c'était des affubulations, c'était complètement fantasmé, et on recommence sur un nouveau rapport parlementaire sur les sectes et l'enfant. Protection des témoignages sans contrôle véritable de leur contenu, diffusion tous azimuts et médiatisation sans précédent de leurs travaux, les commissions d'enquête parlementaires prennent une dimension qui inquiète jusqu'à certains députés. Jean-Luc Warsmann, le 4 avril 2008, lors des débats de l'Assemblée sur la loi de protection des témoins, dénonçait dans son allocution les risques d'instrumentalisation des commissions d'enquête. Cette objection sera hélas bien vite balayée. Une commission d'enquête parlementaire devrait être constituée d'ici le mois de juin, la 4e sur le sujet en 13 ans. Elle s'attaquera aux entreprises et à l'économie des sectes. Il est bon de revenir sur les cibles de ces campagnes que l'on croit toujours plus éloignées qu'elles ne le sont de nos pratiques personnelles. C'est quoi? C'est des stages, c'est des formations? Des stages de développement personnel, de formation. Oui, tout ce qui touche aux constellations, ce qui est très très bien écrit dans le rapport, les constellations familiales, la psychogénéalogie, le bio, ceci. 40 formules ou mots-clés que la Miviludes estime déterminants pour évaluer le risque sectaire figurent dans le guide « L'entreprise face aux dérives sectaires » qu'elle a édité au début de l'année 2008. Autre terrain de chasse des sectes, l'éducation, où près de 60 000 enfants sont exposés à travers le soutien scolaire, mais également le médical et le paramédical. Ce ne sont pas moins de 28 pratiques alternatives de santé sur lesquelles le dernier rapport de la Miviludes jette la suspicion. L'impression que nous avons eue par rapport à la pratique des médecines douces en France, c'est que les condamnations dont nous avons été l'objet ne sont pas des cas isolés.
puisque nous avons entendu des dizaines et des dizaines de thérapeutes, de médecins holistiques ou de naturopathes qui ont eu des ennuis, soit par la justice, soit par le fisc, soit par toutes sortes d'autres institutions. Lorsque nous avons pris avec mon épouse l'école Marchesso en 92, nous avons subi énormément de contrôles et de pression. Ça nous a fait prendre conscience qu'il y avait une discrimination par rapport à toutes ces techniques de santé, de vitalité, de bien-être et de spiritualité. Nous travaillons beaucoup avec la formation continue, avec les organismes de formation et il y a eu beaucoup, pour ne pas dire presque tous les documents, tous les dossiers nous ont été retournés, refusés, tout simplement parce que tous ces organismes ont reçu des lettres circulaires leur disant que nous étions, entre guillemets, une activité sectaire. À l'heure actuelle, beaucoup de termes ne sont plus à utiliser. Ce sont des termes qui fâchent ou alors on nous enferme dans des boîtes en étant soi-disant des sectes, des termes comme holistique, des termes comme bien-être, des termes comme vitalité, des termes comme chakra, etc. Dès qu'on est dans la médecine qui n'est pas la médecine classique et chimique, on essaie de diaboliser les gens. Donc pour les diaboliser, on dit qu'ils font partie de sectes. C'est facile. Comme ça, on les rejette en bloc. Et il n'y a plus de discours. Nous sommes certainement des centaines de milliers, si ce n'est des millions, à être touchés à un titre ou un autre par ces campagnes discriminatoires et diffamatoires. Mais bien rares sont les personnes pleinement conscientes de l'ampleur de cette action, mais aussi de son caractère unique au plan international. Aux Pays-Bas, il y a aussi une enquête sur les sectes et que le rapport final a dit ce n'est pas un problème. Il y a des petits groupes religieux, des grands groupes religieux, mais ils ne sont pas criminogènes et donc nous n'avons pas à nous en occuper particulièrement. Et nous avons vraiment eu l'impression que la France était presque un des pays champions de cette chasse aux sorcières. Et ce genre d'histoire, comme nous avons eu, n'est pas imaginable en Suisse, ou je pense non plus en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe en France. Je trouve ça inacceptable. Je ne comprends pas non plus le motif d'une telle prise de position. L'interrogation commune est effectivement pourquoi ? Pourquoi cette action répressive ? Pourquoi en France ? Quel est le but poursuivi ? Quel est le moteur, là où les raisons ? Voir quels sont les responsables ? Ou encore qui en tire les ficelles ? Lors des interviews que nous avons réalisées, nous avons entendu plusieurs explications sur le sujet, dont aucune ne se prétendait unique. Jean Bobéro, titulaire de la chaire d'Histoire et Sociologie de la laïcité à l'École pratique des hautes études, a évoqué deux courants historiques longtemps opposés. Vous avez des gens qui sont des anticléricaux militants pour qui toute religion est mauvaise, néfaste, pour qui il faudrait affranchir les gens de toute religion. Et longtemps, le catholicisme a considéré qu'hors de l'Église, point de salut, que le reste était hérésie. Ces deux tendances radicales, et un peu passées de mode, pourrait-on dire, retrouve selon lui matière à s'exprimer au sujet des dites sectes. Il y a une sorte de réconciliation de ces deux forces, la force anticléricale et la force catholique, contre justement des minorités, puisque là, ils se disent qu'au moins ils peuvent combattre, ils peuvent taper dessus, elles ont mauvaise réputation, à tort ou à raison, et donc ils vont pouvoir exercer une agressivité qui en fait est plus globale et qui est plus rentrée. Anne Morelli évoque quant à elle les motivations plus pragmatiques qu'idéologiques de ces deux mêmes pôles. Il y a une réaction frileuse des religions qui ont le haut du pavé et qui voient d'un assez mauvais œil, évidemment, arriver, je dirais, ces petites nouvelles concurrentes. Je pense que les grandes religions, et éventuellement la laïcité aussi, ont intérêt à garder un certain monopole sur nos sociétés. D'autres monopoles sont indubitablement en jeu. Il faut savoir que Marchesso, qui a amené la naturopathie en France en 1935, a subi 7 procès de son vivant. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas dire et certainement des professions protégées, en l'occurrence celle de la maladie. Il y a une espèce de tentative de garder la population dans l'optique du tout chimique en quelque sorte, et la tension existe parce que les gens se rendent compte que la médecine officielle, la médecine chimique et chirurgicale ne peut pas tout faire. Il est aussi incontournable que le thème des sectes constitue une sorte d'outil politique. La lutte contre les sectes donne le sentiment qu'on fait quelque chose d'utile et qu'on peut faire passer sur le devant de la scène lorsqu'il y a un problème plus grave.
C'est la représentation d'une agression permanente qui peut remplacer les vrais problèmes de fond, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, à tous les niveaux. Pour certains, la lutte anti-secte est mise au service d'une certaine dérive autoritariste qui, en France, est plus habituellement attribuée à des gouvernements étrangers. En France, c'est notre axe du mal. La lutte contre les sectes fabrique de la peur collective. Les gens ont peur des sectes. Ils ont des visages très sympathiques, mais ils vont laver le cerveau des gens, surtout des plus faibles, des enfants, etc. C'est le danger terrible. Et cette peur fait que les gens sont d'accord, à partir du moment où ils ont peur, pour accepter des reculs de la démocratie dans leur intérêt, croit-il, puisque ça va permettre de les protéger. Donc puisque ça les permet de les protéger, on va aller jusqu'à dire, écoutez, le secret professionnel du médecin, il faut peut-être le mettre entre parenthèses, parce que ça permettrait peut-être de lutter contre des sectes, sans que personne ne se pose la question, mais c'est quoi une secte? Qu'est-ce que sont ces gens-là? Il n'y a jamais que des débats de partisans sur les médias qui ne nous ouvrent pas l'esprit, mais qui nous le referment. Pourquoi une telle lutte, finalement? Peut-être tout simplement parce que l'enjeu est de taille, comme l'exprimait Christiane Singer devant notre caméra en avril 2006. Je vois un hommage indirect rendu aux religieux, à cette dimension religieuse de l'homme. C'est-à-dire, s'il faut mobiliser tant de forces pour le discréditer, il faut qu'il ait du pouvoir à l'intérieur de l'être. Pour répondre plus précisément à la question de qui tire les ficelles, puisqu'elle nous est souvent posée, nous dirons que s'il est utile que certaines responsabilités surgissent au grand jour, il nous semble important de ne pas se focaliser dessus et de ne pas exagérer du même coup le pouvoir de ceux qui semblent tenir les rênes de la société. Notre expérience nous conduit à considérer que le seul véritable ennemi de la liberté spirituelle est la peur, dont chacun peut être porteur, et sur laquelle chacun peut agir. Nous rejoignons en cela l'analyse de Gilles Farcet, écrivain, ancien journaliste, et témoin attentif de l'émergence des nouvelles spiritualités. Trop souvent, ce qui pourrit les relations entre les personnes au sein de la famille, c'est encore une fois la peur. Et à partir de la peur, les jugements, les pensées, les partis pris à l'emporte-pièce. Face à la peur, un outil, la démarche de connaissance, la volonté de comprendre. Là où il y a la compréhension, la peur diminue. Là où il n'y a pas la compréhension, la peur augmente. Là où la peur augmente, les positions se radicalisent. Là où les positions se radicalisent, les intégrismes d'un bord ou d'un autre se développent. Je proposerais aux personnes qui s'inquiètent de voir un parent ou un proche se tourner vers des pratiques non conventionnelles, d'essayer tout simplement de comprendre et d'aller vers une ouverture qui ne soit pas seulement de surface, qui implique donc une volonté et une nécessité de comprendre. Étant entendu que comprendre, c'est un travail. Ça nécessite de s'informer réellement, de prendre le temps, de regarder, d'examiner, de réfléchir, plutôt que de trancher, de juger, de se contenter de quelques slogans, de quelques informations non vérifiées, comme on le fait si souvent. Donc la compréhension est un travail, la peur est une paresse. Paresse ou endormissement. C'est certainement ce qui nous a fait tous plus ou moins consciemment accepter le message diffusé par les médias. Faire le constat que l'on s'est laissé berner demande une certaine humilité. Le cheminement de Maurice Duval est à ce titre exemplaire. En effet, quand il lui a été proposé d'étudier la dite secte du Mandarom, il a dû dépasser quelques idées préconçues. J'avais un peu peur, j'étais dans l'idéologie des médias, je pensais que c'était des gens pas corrects, peut-être dangereux. D'ailleurs, je me souviens avoir dit à ma secrétaire de surtout donner mon numéro de téléphone à personne, et encore moins mon adresse. J'avais peur que des gens viennent nuire à ma fille, ou je sais pas. Pourtant, je regarde assez peu la télé, mais j'étais quand même marqué par les rumeurs. J'ai réalisé cette étude et je regrette pas, j'ai découvert des gens desquels j'ignorais tout, je ne savais pas que ça existait, et ça m'intéressait, c'est tout à fait intéressant. La prise de conscience d'une réalité très éloignée des a priori les plus répandus l'a mis face à une certaine hostilité de la pensée dominante. On a vu que je disais autre chose que ce qu'on attendait que je dise, et là les choses ont changé. Les collègues des institutions ont essayé de faire pression pour que j'arrête cette recherche. Mais bien entendu, je ne me suis pas arrêté parce que je pense que ça n'aurait pas été éthique de m'arrêter, je devais dire la vérité de ce que je voyais. Par exemple, on me disait « mais comment tu ne vois pas d'enfants enfermés ?»
Évidemment, je ne voyais pas d'enfants enfermés, parce qu'il n'y en a pas. Donc, où j'allais les inventer, mais c'est pas tellement le propre d'une science humaine que de raconter des salades, où je disais la vérité, je ne vois pas d'enfants enfermés. Mes collègues me tapaient dessus quand je disais pas ce qu'ils attendaient que je dise. En fait, je n'avais qu'un intérêt à écrire ce livre, c'est celui de pouvoir me regarder tous les matins dans un miroir en disant « tu as fait ton travail ». Mon travail qui consiste à dire ce que j'ai vu pendant des années d'observation, parce que je ne suis pas allé une semaine ou 15 jours là-bas, ce qui serait beaucoup plus déjà que les journalistes qui y vont 1 heure quand ils y vont. Le CICNS propose la création d'un observatoire des minorités spirituelles indépendant, en réponse à une action publique dénommée « Lutte contre les dérives sectaires » et jugée inadéquate par de nombreux témoins de notre société. Cet observatoire serait un organe consultatif composé à la fois de personnalités soit critiques, soit favorables aux minorités spirituelles. Il engagerait une démarche de connaissance à l'égard des mouvements spirituels, qui sortirait ainsi de l'ombre. Ce que le grand public découvrirait alors serait bien différent de l'idée qu'il peut s'en faire actuellement, et rejoindrait à notre sens l'appréciation du sociologue Michel Maffezoli. Alors ça peut être bien sûr désordonné, comme toute chose qui est à l'état naissance, et pour le meilleur et pour le pire, comme toujours là également, mais moi j'y verrais plutôt l'expression, de l'accueil du non-rationnel, l'accueil de la vie, l'accueil de l'autre, de l'étranger sous ses diverses formes. Et de ce point de vue, dans la reliance contemporaine, dans ce que moi j'appelle cette religiosité un peu syncrétiste, qui est en jeu, eh bien, il y a là quelque chose, encore une fois, où s'expriment des nouvelles formes, dans le sens simple du terme, de solidarité, des nouvelles formes de générosité dans les manières d'être et dans le rapport que l'on a aux autres et au monde. Voilà, donc oui, de ce point de vue, ça peut être considéré, à l'encontre de ce que disent beaucoup, comme une forme d'enrichissement. Et pensons-le en tant que tel. Les témoignages suivants reflètent l'impression générale que nous ont laissé 5 années de rencontres et d'études des personnes et mouvements désignés par le mot secte. Ces 3 jeunes filles sont membres de la communauté des gens de Bernard, petit groupe spirituel qui a fait l'objet d'accusations de secte jusque dans la presse nationale. Pour moi, ici, c'est aussi une grande famille, donc on apprend de tout le monde, que ce soit des enfants, des adultes, des amis. On apprend de tout le monde et on a une relation différente aussi avec chacun et on s'entend plus ou moins bien avec d'autres gens, mais c'est aussi ça qui nous apprend aussi quand on rentre justement dans la vie et qu'on rencontre d'autres personnes à faire la part des choses et à se retrouver un peu. Mes parents sont divorcés, donc sinon je vivrais seule avec ma mère et je pense que j'aurais eu peut-être plus de difficultés que de partager beaucoup de choses avec les gens qui vivent ici et notamment les jeunes de mon âge. Ce que je connais, je dirais, de l'être humain, c'est vrai que je ne l'ai pas appris à la fac. Parce que ça, c'est sûr que ce n'est pas la fac qui nous l'apprend. Et je pense que de ce côté-là, M. David m'a appris beaucoup de choses. Et peut-être aussi d'avoir moins de jugement sur des comportements humains, d'avoir justement une ouverture d'esprit qui, je pense, est très très important dans les études que je fais. Voilà. Nous voulons simplement un peu de bonheur, un peu de bien-être physiologique, un peu de santé pour nos enfants et beaucoup d'amour. Donc si c'est l'amour, c'est la spiritualité, alors je suis complètement spiritualiste. Et j'ose le revendiquer haut et fort. Tout ce que je fais vivre, tout ce que je parviens à faire fleurir, je le fais pour tous les miens, pour tous les autres et avec tous les autres. De rouvrir notre vision du monde serait quelque chose de tellement primordial et c'est déchirant qu'il y ait vraiment une sorte de conspiration contre l'esprit. C'est déjà Bernanos qui disait notre société est la plus énorme conspiration contre l'esprit qui ait jamais eu lieu.